Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ensemble pour 1 heure d'émission. Ce soir, une édition spéciale avec le Lionnage Santé Guadeloupe, je vous l'avais annoncé hier. 5 invités en plateau pour parler de vaccination, d'obligation vaccinale, de passe sanitaire, de mobilisation. En tout cas, nous ferons un petit tour de l'actualité en même temps puisque le Lionnage Santé Guadeloupe milite, je dirais, entre guillemets, pour ce sujet qui passionne et surtout un sujet qui fait quelquefois peur. Je vais tout de suite vous présenter nos invités. Tout d'abord, à ma droite, nous avons Vanessa Tardel, qui est orthophoniste. À ses côtés, Aubert Archimède, qui est kinésithérapeute. Et puis, juste après, Martine Nicolo, qui est docteur en chirurgie dentaire. De l'autre côté du plateau, à ma gauche, nous avons Gérard Germain, qui est docteur généraliste. Et puis, dernière invitée, Marilyn Coquite, qui est infirmière libérale. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, ce soir, ça sera sans langue de bois, on dira les choses. Et puis, nous verrons un petit peu quelle est la voie du Lionnage Santé Guadeloupe. Alors, tout d'abord, pour ceux qui vous voient pour la première fois, pour ceux qui vous regardent, qui a eu l'idée de créer le Lionnage Santé Guadeloupe et pourquoi? Alors, comme vous voulez. Le Lionnage Santé Guadeloupe est venu, je dirais, d'un cri du cœur. Un cri du cœur, pourquoi? Parce que nous étions seuls face à nous-mêmes, avec quelque chose qui nous tombait sur la tête, et qu'on n'arrivait pas à gérer. On a parlé, et du coup, on s'est dit, il faut qu'on se regroupe pour pouvoir créer une force pour lutter contre cette injustice qui nous pesait tant. Vous parlez bien des professionnels de santé. Professionnels libéraux. D'accord. Voilà, qui exercent chacun de son côté avec un cabinet et qui se retrouvaient seuls avec cette interdiction d'exercer. Et donc on s'est retrouvés, on s'est regroupés. Ça s'est fait naturellement et on se retrouve ensemble et Est-ce que les non-libéraux et les libéraux sont deux mondes à part? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne parle pas de la même chose? Non, pas du tout. C'est la même misère. C'est la même misère à telle enseigne qu'on se retrouve devant l'hôpital où on a un stand avec les libéraux pas les libéraux, les salariés de l'hôpital où on est c'est la même famille, la même misère, la même souffrance depuis plus de 3 mois. Alors aujourd'hui, combien d'adhérents au Lionnage? On a fait un recensement. Un recensement sur le groupe. On était 99, c'est ça? On est une centaine. Une centaine. Un petit peu plus d'une centaine. 115 maintenant? 115. Donc, est-ce que... Oui? Je voulais rajouter, la misère est la même, mais les libéraux ont des charges professionnelles qui sont en plus. Les salariés touchent leur salaire tous les mois, mais les libéraux, pour pouvoir avoir de quoi boire et manger, j'allais dire, ils ont besoin de travailler, d'avoir des honoraires. Et ils ont des charges. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir son loyer à la maison, le libéral a son loyer au travail. Il a sa facture d'électricité à la maison, mais il a sa facture d'électricité au travail. Et donc à partir du moment où une profession libérale est interdite d'exercer comme ça, elle se retrouve dans la même situation que les salariés pour ce qui est sa part personnelle, mais la part professionnelle, il n'y a plus aucun centime qui rentre et là, les problèmes commencent. Les charges des professionnels libéraux sont différentes en fonction de la profession, mais peuvent être très très lourdes et ça peut aller très très vite. Donc c'est ça la différence. La souffrance est la même parce qu'on se retrouve jeté à la rue du jour au lendemain, mais avec des soucis, j'allais dire, presque 2 fois plus grands, même si on pouvait mesurer les soucis. Voilà. Puisqu'il y a ces factures au niveau des professions qui s'accumulent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous essayez de prendre un petit peu plus de force? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations ou des associations de la Caraïbe ou sur le plan national? Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait bloc et que vous avez vu hors des frontières de la Guadeloupe?
je peux répondre. Il y a d'autres associations, et ça fait un moment que les professionnels de santé ont essayé de se regrouper, donc chacun cherche un petit peu où aller puiser de la force, où aller chercher des informations. Lorsque ces interdictions sont arrivées, nous nous sommes retrouvés sans personne, sans interlocuteur. Et nous ne savions pas comment faire pour nous défendre, nous ne savions pas vers qui nous tourner. Les instances officielles ne pouvaient pas nous répondre. Donc le Conseil de l'ordre, pas de mots. Les syndicats habituels, pas un mot. Et donc du coup, nous étions tout seuls, livrés à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de se regrouper, et tous les professionnels, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, forcément, se sont retrouvés tous ensemble. Bien. Maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Il faut faire bloc, il faut être ensemble, il faut être fort, il faut se faire entendre. Alors, avant d'arriver à cette partie-là, puisque on se rend compte que les manifestations continuent, perdurent sous d'autres formes peut-être, mais continuent. Mais avant tout, pour qu'on puisse bien aborder toutes ces questions, quelles sont vos revendications? Que souhaitez-vous réellement? La revendication première, qui est la seule, c'est qu'on est contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. On veut ce retrait. Contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, contre la vaccination, on va dire ça. On n'est pas contre la vaccination, mais on est contre l'obligation vaccinale. Il faut D'accord. Il y a une différence. Oui, c'est Voilà. bien pour cela que je veux vraiment que nous soyons en phase sur les choses pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre votre position. Donc, contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire. Exactement. Il faut savoir que quand on fait des études dans la santé, on est contraint de prendre certains vaccins. Donc nous ne sommes pas des anti-vax. Là, pour l'instant, c'est ce vaccin en particulier qui nous pose problème. Donc, nous ne sommes pas des anti-vax. Nous sommes d'abord des professionnels de santé. Quand on fait des études, quand on commence des études, quelles que soient les personnes que vous avez sur le plateau, on a tous fait nos vaccinations nécessaires et obligatoires. Par contre, cette vaccination-là, nous sommes contre. Vous dites non. On dit non. On dit non pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de recul. On va y arriver, on va y arriver. Je vais trop vite. Oui, vous allez trop vite. Donc, je vais y arriver tout à l'heure. Donc, vous dites contre ce vaccin-là, mais nous resterons quelques instants sur cette obligation vaccinale et ce pass sanitaire, puisque aujourd'hui, lorsqu'on regarde, est-ce que le gouvernement ne monte pas déjà d'un cran supérieur? Est-ce que cette revendication non à l'obligation vaccinale n'est pas un petit peu en décalé, puisque le gouvernement est déjà sur une étape supérieure, c'est-à-dire un pass vaccinal et pas un pass sanitaire? On en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que nous sommes contre cette thérapie génique, puisque c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. J'ai pas envie de l'appeler un vaccin, dans la mesure où aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on appelle un schéma vaccinal, c'est-à-dire une dose, 2 doses, 3 doses. On ne sait pas si demain on n'en aura pas une 4e ou une 5e. Il y a certains pays où on commence déjà à parler de la 4e dose et de la 5e dose. Donc un schéma vaccinal complet, c'est un petit peu compliqué de savoir à peu près comment on peut avoir un pass vaccinal à jour. Est-ce que c'est un schéma vaccinal évolutif? Schéma évolutif, dans ces cas-là, comment on peut préconiser d'avoir un pass vaccinal si à chaque fois il faut aller faire des doses, etc. En fait, ça pose vraiment un problème existentiel pour toute la population, pour tous les travailleurs, pour la famille, pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a certains pays qui fonctionnent sans. Et ça se passe très bien. Donc je pense qu'au-delà de ça, est-ce que vraiment on est dans un problème sanitaire en fait? À un moment donné, il faut se poser la question. Ceci dit, quand le pass sanitaire a été mis en place, il était censé permettre
d'avoir un pass pour pouvoir aller à certains endroits. Or, et pour protéger la population, c'est ce qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas forcément le cas. Puisque aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui ont le Covid, malgré la première ou la deuxième dose, voire même la troisième. Je vais arriver à vous. Vous êtes allé un petit peu trop vite tout à l'heure, mais que reprochez-vous à ce vaccin? Qu'avez-vous, je dirais, pour être dans l'air du temps, on va dire, qu'avez-vous contre ce vaccin? Je n'ai rien contre ce vaccin. J'ai simplement des réticences par rapport à la vitesse d'exécution de la vaccination. Un vaccin, ça prend environ 10 ans pour être mis en place, avec toutes les études qui vont avec. On a comme principe, en tant que médecin, le premier principe qu'on nous enseigne, c'est primum non nocere, c'est-à-dire, premièrement, ne pas nuire. Donc, on ne sait pas, on ne fait rien. Donc là, avec un vaccin qui a été mis en place en 3 mois, comment peut-on savoir les conséquences futures? Donc à partir de là, primum non nocere. C'est le principe de tous les soignants. Alors justement, c'est le principe de tous les soignants, vous dites, et vous, professionnels de santé, avez fait les mêmes études, je dirais pour la plupart dans les mêmes universités ou les mêmes écoles. Pourquoi ce décalage dans le discours? Pourquoi, je vais dire, ces deux camps, pro-vax, anti-vax, et surtout certains qui disent oui au vaccin, il faut y aller, c'est la solution, et d'autres qui disent non, nous ne sommes pas d'accord parce que nous n'avons pas suffisamment de recul, donc ce vaccin, pour l'instant, c'est non. Alors, expliquez-nous cela, parce que c'est ce qui crée au niveau de la population une certaine peur ou je vais dire, un affolement pour certains, puisque les médecins, par exemple, ont fait les mêmes études, les infirmiers, etc. Et il y en a qui disent non, d'autres qui disent oui. Alors, donc, pour moi, le problème du pro-vax et du anti-vax n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça a été monté de toutes pièces par les médias, par la politique, par etc., etc. Voilà, alors, ça n'a rien à voir avec un problème entre personnes. On est des Guadeloupéens, on est tous des Guadeloupéens, vaccinés ou non vaccinés, on est des Guadeloupéens. Alors vous dites c'est la faute. Voilà, à ce moment-là, à partir du moment où on fait peur et qu'on met des clans, eh bien, les clans automatiquement ils vont s'affronter. Êtes-vous sûr que ce sont les médias, et je prends cette part médias puisque nous sommes médias, êtes-vous sûr que ce sont les médias qui ont créé de toutes pièces les pro-vax, les anti-vax? Est-ce qu'on a attendu les médias pour ça? Est-ce que nous, on s'est qualifié d'anti-vax? C'est pas nous qui nous sommes qualifiés d'anti-vax. Pas du tout. On ne s'est jamais qualifié d'anti-vax. Et qui vous a qualifié d'anti-vax? C'est vous qui êtes journaliste. Hein? Non, pour l'instant, je ne vous ai pas qualifié d'anti-vax, nous sommes bien d'accord. Non, mais vous avez dit, bon, les anti-vax et les pro-vax. Vous avez invité en tant que... Voilà. Donc, à partir du moment où on refuse une piqûre et donc on ne va pas dans le sens gouvernemental, on nous a créé un clivage. Ça a été fait par le gouvernement, parce que pour moi, la responsabilité, elle vient d'abord de là. D'accord. Mais nous, en tant que soignants, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, ça ne nous pose pas de problème. C'est l'obligation vaccinale qui nous pose un problème. Alors, je reviens à ma question, et vous pouvez réagir tous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des soignants qui disent oui à ce vaccin, oui tout de suite, et d'autres qui disent non, prenons le temps, nous voulons avoir plus de recul, donc c'est non. Alors, vous êtes sur le même plan, vous médecins, vous infirmiers, etc. Vous avez quand même étudié tous les mêmes choses, je suppose. Et pour l'instant, oui, les mêmes choses. Oui, les mêmes choses. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec justement ces deux voies, je dirais, et où la population, elle, ne se retrouve pas? Je pense que
Les soignants en général ne sont pas forcément d'accord quand il s'agit de prendre des décisions en termes de soins. Donc je pense que nous ne sommes pas faits en série. Et devant une même problématique, deux soignants peuvent prendre deux directions différentes. Je pense qu'il y a une éthique personnelle, il y a des choix personnels qui vont rentrer dans la façon de soigner comme dans la façon de se soigner. Et je pense que la différence, elle est là, entre certains médecins, entre ceux qui vont accepter cette nouvelle thérapie, et puis ceux qui vont prendre du recul, qui vont demander à attendre, qui vont se dire bon, qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, qui entendent des voix mais qu'on n'entend pas sur les grands médias et qui se posent des questions. Je pense que c'est une façon d'être, c'est une éthique personnelle, plus que d'écouter ce qui se dit dans les médias. Et quand certaines personnes vont prendre leur temps ou prendre un chemin de travers, il y en a d'autres qui vont prendre l'autoroute et puis il y en a qui préfèrent prendre la nationale pour pouvoir voir le paysage. Est-ce pour arriver au même but? Bien sûr. Et on peut arriver au même but. Certaines personnes vont faire un choix de santé, une façon de se soigner, une façon de manger, une façon de penser. Donc ils vont certainement moins facilement accepter cette nouvelle thérapie parce qu'ils ont fortifié leur corps à travers leur alimentation, leur pensée, leur façon d'agir tous les jours. Il faut manger d'une certaine façon, il faut bouger son corps de façon, il faut penser d'une certaine façon. Et lorsque vous avez quelque chose qui va à l'encontre de tout cela, et c'est un petit peu cette précipitation, cet affolement, cette obligation. C'est l'obligation. Et bien, à ce moment-là, vous vous arrêtez et vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Nous avons tous un système immunitaire qui permet de se défendre, etc. Il y a peut-être d'autres solutions. Est-ce qu'on a parlé d'autres solutions? On nous parle de vaccins sans arrêt, sans nous parler d'autres solutions. Est-ce qu'on a ouvert le champ vers autre chose? Donc on essaye de taper sur le clou, mais il ne rentre pas. Peut-être qu'il faut s'arrêter et se dire, peut-être que ce n'est pas le bon clou ou, pour la surface qu'on essaye là où on essaye de le faire entrer. Donc voilà, je pense qu'on ne soigne pas de la même façon. Vous allez prendre deux infirmières, deux médecins, ils vont avoir deux façons différentes de soigner. Et vous avez chaque soignant, chaque malade, chaque personne qui va voir quelqu'un va le chercher en fonction de sa sensibilité. Quand on est dans l'urgence, on va prendre celui qu'on trouve, mais après on va chercher le praticien. C'est pour ça que nos patients sont si malheureux. Mm-hmm. Parce que ce lien qu'il y a entre le soignant et le soigné est un lien important. Et quand on perd son soignant, quand on a pris l'habitude de son dentiste, de son infirmière libérale qui vient à la maison tous les jours, au sein de la famille, et puis qu'on la perd, les gens ils sont malheureux. Les gens sont malheureux. Allez-y. Je voulais rajouter que tous les soignants qui sont vaccinés ne l'ont pas fait parce qu'ils croient en cette injection. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont des crédits, ils ont une famille à nourrir. Et je connais plusieurs soignants qui ont été injectés et qui sont très malheureux, qui sont même au bord de la dépression. Il y a des personnes qui ne veulent pas perdre leur liberté, qui veulent aller au cinéma, qui veulent aller au restaurant. Et ce n'est pas par conviction envers cette injection. Il y a plusieurs cas de figure. Je pense que ces personnes avaient le choix comme vous-même. Elles avaient le choix, mais quand vous avez des crédits, quand vous avez des dettes, quand vous avez des enfants à nourrir, au bout d'un moment, vous réfléchissez. Donc sur ce plateau, vous n'avez pas d'enfants à nourrir, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de dette, vous êtes des personnes bien aussi. Mais ce sont des choix individuels. À partir du moment où chacun, nous sommes une personne, notre corps nous appartient à partir de là. Quand on traite n'importe quelle maladie, il n'y a pas un seul traitement. Il y a plusieurs possibilités. Donc là, on nous a imposé une vaccination qu'on refuse. Mais il existe d'autres choses qui permettent justement de ne pas attraper le Covid. L'immunité naturelle fait partie de notre corps. Des traitements précoces, voilà. Moi, j'ai jamais attrapé le Covid. J'ai été soigner des patients Covidés. Pendant toute la période où nous avons eu cette fameuse vague, j'étais chez les patients tous les jours. Mais donnez-nous la recette alors. Déjà, nous, la base, quand on est soignant, on connaît parfaitement les gestes barrières.
Pour moi, c'est l'essentiel. Le lavage des mains, c'est primordial. C'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, une protection, distanciation, le masque dans certaines conditions, parce que le masque, c'est pareil. Il faut savoir le porter, il faut savoir le mettre. Et quand je vois que les gens portent le masque dans la rue, dans les magasins, etc., ce sont des masques qu'ils vont remettre plusieurs fois, on sait que c'est pas efficace. Mais ça, c'est scientifique. On n'a pas, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand on est à l'école, on apprend certaines choses. On a des règles d'hygiène, on connaît notre métier. Moi, à la base, je suis infirmière de bloc opératoire. Donc, je peux vous parler des masques. On sait comment ça fonctionne. Donc, nous, on dit que nous ne sommes pas d'accord parce que dans notre métier, on a appris qu'il y a des choses que l'on peut faire pour éviter d'attraper un virus, parce que ce n'est qu'un virus, d'accord ? Comme le virus de la grippe, c'est pareil. Donc, et il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas que le vaccin. La preuve en est, aujourd'hui, on se retrouve avec une énième vague, parce que le vaccin n'agit pas pour tous les cas de Covid. Pourtant, il y a eu des soignants qui ont été contaminés et qui connaissaient ces gestes dont vous parlez. Absolument, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chacun a un corps. D'accord ? On ne peut pas généraliser une vaccination, que ce soit chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les adultes. Voilà, à un moment donné, il faut se poser. Bon, en plus, cette thérapie génique, on n'a pas beaucoup de recul. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être graves. Hein. Aujourd'hui, on nous dit il faut se faire vacciner parce que ça va éviter les gens, pour les gens fragiles, pour les personnes qui ont des comorbidités, pour éviter les formes graves. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Mais les rajouter. Non, je voulais simplement dire pourquoi cette opposition à cette injection. Au départ, on est tous dans notre bulle. Moi, je suis masseur-kinésithérapeute dans mon cabinet, orthophoniste dans son cabinet, Martine dans son cabinet de chirurgie dentaire, Germain dans son cabinet, Martine qui sillonne là, Marilyn qui sillonne un peu partout pour aller chez ses patients. Mais je vais vous dire, nous sommes avant tout des scientifiques. On nous dit des choses. On nous a appris des choses lors de nos formations. On nous a dit, par exemple, si on vous dit, par exemple, que le tableau est noir et qu'on vous le montre blanc et on vous dit il est noir, mais vous avez des questions à vous poser. Un moment, on vous dit qu'il y a 2 vaccins, il y a 3 vaccins, il y a 4 vaccins. On s'arrête sur le Moderna, on s'arrête sur le Pfizer, on s'arrête sur un certain nombre de choses. On vous dit celui-là ne va pas avec celui-là. Ensuite, on vous dit celui-là va remplacer celui-là. On vous dit qu'il faut tant de jours entre les deux pour prendre les 2 prises. Après, on vous les rapproche. Après, on vous dit 6 mois, on revient à 3 mois. Quelle est la vérité dans tout cela, madame ? Vous allez, vous dites, mais attendez, on nous a appris des principes. Et brusquement, ça va. Aujourd'hui, on se lève, on se dit, bon, ben, ça va être comme ça aujourd'hui. Demain, on change de disque. Un moment, lorsqu'ils ont commencé à parler de troisième injection, 3e dose, ils ont exclu le Moderna. Après, ils sont revenus vers le Moderna. Après, ils ont dit que c'est le Pfizer qui faisait les 3 doses. À un moment, ils ont dit qu'il ne fallait pas mélanger les doses. Il ne fallait pas mélanger les vaccins. Il faut pas... Enfin, bref, vous n'allez pas vous poser des questions, madame ? Je voudrais dire qu'on parle des soignants, mais j'allais dire intuitivement, notre population a été aussi très réticente. Elle est très réticente. Elle a été réticente. Ce ne sont pas la poignée, comme on entend dire, de personnes soignantes non vaccinées qui a entraîné tout cela. Donc, il y a une réticence en dehors du milieu soignant. Alors, concrètement, est-ce que pour vous, ces vaccins sont dangereux, en tout cas actuellement ? Est-ce qu'on peut prendre ce raccourci et dire que ces vaccins sont dangereux ? Malheureusement, les autorités ne communiquent pas là-dessus, ne communiquent pas là-dessus. Pourquoi ? Parce que
vous voyez le tollé que ça a fait avec l'émission d'une concurrente, pour ne pas la nommer, c'est Lise Dolmar, pour avoir donné la parole à une vaccinée volontaire et qui a développé des effets indésirables. Vous avez le tollé. On a été jusqu'à demander sa tête, madame. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas communiquer, on ne veut pas dire la vérité aux gens. Prenez ça, prenez ceci, c'est mon corps. C'est le sauveur. Voilà. Prenez ceci, c'est mon corps, et vous irez bien. Attendez, on peut se poser quand même des questions. Mais nous ne sommes pas là pour juger de savoir si c'est dangereux ou pas. C'est simplement d'observer et de voir ce qui en ressort aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette pandémie, ce qu'ils appellent une pandémie, et aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a des effets secondaires qui sont graves. Donc, Donc, ce vaccin est dangereux. Ça dépend où on se place, ça dépend à qui on injecte, ça dépend à qui on le donne. Parce que je me rappelle que le 24 novembre, vous avez dit, et je cite, ne pas vouloir négocier avec votre santé. D'accord, vous vous rappelez de cette phrase. Nous, donc, oui. Quand on dit ça, c'est parce que... En fait, c'est jouer un peu à la roulette russe. Hein. Je veux te dire, aujourd'hui, si par exemple, une personne lambda qui est en bonne santé décide de se faire injecter, elle a le droit, c'est un droit, d'accord ? Mais si ça se passe mal, on fait comment ? Moi, je suis une infirmière, j'ai une vie, j'ai 2 enfants. Demain, je me fais injecter une première dose, tout se passe bien, tant mieux. 3 mois, c'est 3 mois. 3 mois après, je fais la 2e dose et je me retrouve avec un AVC. Sachant que moi, j'ai un terrain hyper tendu, que j'ai ceci ou cela, pour moi, c'est prendre un risque qui n'est pas maîtrisé. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se dire oui, il faut injecter à tout va. C'est comme pour les enfants, c'est comme pour les adolescents, c'est comme pour les jeunes personnes ou comme pour les personnes âgées, c'est de la même manière. Voilà. Il y a un constat, une personne est une personne. Donc chacun, on a des comorbidités et tout ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'ici en Guadeloupe, on a déjà eu pas mal de problèmes avec certains produits. Si on doit parler du chlordécone, d'accord, nous sommes tous chlordéconés. On ne sait pas demain ce que ce vaccin va faire sur notre corps. Il faut être honnête. Faut pas faire la langue de bois. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être honnête. Nous, on est un peuple où il y a beaucoup de comorbidités, d'accord, beaucoup d'hypertension, beaucoup de diabète. On ne sait pas à long terme ce que ça va faire. D'ailleurs, c'est pour ça que la population est si réticente. D'accord ? Je crois qu'aussi les professionnels de santé sont en contact avec la population et beaucoup de gens parlent peu des effets secondaires ou des effets indésirables, mais les gens dans l'intimité vous disent, et les premières personnes en contact, c'est pour ça que les pompiers, eux aussi, sont très réticents. Ce sont les premiers en contact avec ces effets dits indésirables ou secondaires. Et quand on est quand on entend cela, quand on l'entend au creux de l'oreille, mais qu'on ne l'entend pas officiellement, ça met de la défiance. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas? Quand vous achetez n'importe quel produit en pharmacie, vous avez les indications et vous avez les effets indésirables. Et les effets indésirables, si jamais ils se manifestent, vous avez des endroits pour pouvoir aller le dire. Allez dire, voilà, vous avez, à la pharmacovigilance, je vais signaler qu'en prenant tel médicament, il m'est arrivé telle chose. C'était pas marqué sur le manuel, donc peut-être qu'il va falloir que vous regardiez ça de plus près. Donc, quand à un moment donné, vous dites, mais il y a discordance, quoi. On n'entend qu'un son de cloche, hein, mais nous, on entend des petites clochettes, nous, tout autour, hein, et on n'en parle pas. Et ça met de la défiance encore un peu plus. Alors, et pour rebondir sur ce que Martine disait aussi, c'est vrai que bon, au départ, quand on faisait signer le papier avant l'injection, il n'y avait que très peu de contre-indications. Et petit à petit, il y a des contre-indications qui se rajoutent. Donc, si le vaccin avait été bien étudié au départ, il n'y aurait pas des rajouts continuels tous les 2 mois de maladies ou d'effets secondaires supplémentaires. Je voudrais que les gens comprennent bien qu'à partir du moment où des soignants libéraux, des personnes que l'on pensait très bien, vivant bien, etc.,
refuse une injection, qui se retrouve à la rue, nous sommes sans revenus. Nous sommes dans notre 3e mois sans revenus. Donc depuis fin octobre, le 23 octobre en ce qui me concerne, je suis sans revenus. Et les dépenses, elles continuent à courir. Les patients, vous avez la responsabilité de ce qui leur arrive alors qu'on vous a interdit d'exercer. Vous recevez un courrier chez vous, recommandé, vous recevez un papier, une feuille A4 et qui vous dit vous arrêtez de travailler sous 72 heures. Si vous ne vous faites pas injecter et si vous n'avez pas... voilà. Et à partir de ce moment-là, votre vie bascule. Votre vie bascule, vos patients, vous aviez commencé des traitements, vous n'aviez pas terminé, vous ne pouvez pas les terminer. Donc vos patients vont ailleurs. Mais il faut déjà qu'ils trouvent ailleurs. Ils trouvent ailleurs. Il faut déjà trouver ailleurs. En Guadeloupe, nous sommes dans un désert médical qui s'accentue avec les suspensions, enfin les interdictions. Donc là, les patients, vous essayez sur le moment, hein, les agendas, moi, c'est 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous, un nouveau rendez-vous. Et donc, ces patients, vous essayez, s'il y a une urgence d'en caser un, d'en caser deux, vous ne pouvez pas caser toute votre patientèle en cours. Et donc, ces patients sont, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. L'ARS a mis une plateforme qui ne répond plus, où ils étaient censés reconduire vos patients. Vos patients à vous que vous avez bichonnés tout au long de votre carrière. Vous soignez la mamie, la fille, la petite fille, le beau-fils. Le beau-fils vous amène sa maman. Vous soignez toute la famille et là, tout le monde est sans praticien. Il faut replacer tous ces gens-là. Et il faut qu'ils retrouvent la confiance. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une épreuve de force, un bras de fer? Mais c'est pire qu'un bras de fer. C'est pire qu'un bras de fer. C'est presque une mise à mort. C'est une mise à mort. C'est le mot, c'est une mise à mort. On nous interdit d'exercer, je ne sais pas si vous pas fait, nous avons coupé manger. On nous affame. Voilà. Je dirais plus qu'on nous affame, puisque les dépenses courent. Et les dommages collatéraux. Les dépenses courent. Donc ça veut dire que non seulement vos patients sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, mais vos factures, elles continuent à arriver. La boîte aux lettres, elle ne se désemplit pas. Hein. Alors, vous avez des factures qui continuent à courir, etc. Donc, vous êtes en grande difficulté, si j'ai bien compris. À quelle porte avez-vous frappé? À toutes. C'est-à-dire? Toutes les portes qui veulent bien nous permettre. C'est-à-dire? Mais les banques, les associations, demander, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit de trouver des remplaçants, on a droit à rien en fait. Toutes nos factures, nous sommes des auto-entrepreneurs parce que nous avons des charges à payer. Donc on se retrouve, personne ne va nous dire on va vous arranger. Et même si on nous arrangeait de toutes les manières, on n'a pas de salaire. Donc on ne peut pas. On a des factures à payer, on a des traites à payer, on a des voitures, des maisons, on a des familles. Alors, avez-vous demandé à parler au ministre des Outre-mer, par exemple? Avez-vous écrit au ministre de la Santé? Avez-vous rencontré les élus? Dites-nous un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez entendu votre président? C'est hier? Quand est-ce que c'est? Oui, c'est bien ça. Vous l'avez entendu? On a épuisé tous les recours, parce que les recours sont au niveau local, mais au niveau hexagonal également. D'accord? Puisque certaines associations sont en lien avec les associations de personnes interdites d'exercer également dans l'Hexagone. Donc, tous les recours, tribunal administratif, tout y est passé. Toutes les portes se sont refermées. Les avocats vous disent, on n'a jamais vu ça. On n'a pas trouvé une souricière où on aurait pu passer. Mais poursuivez votre idée, puis je reviendrai sur... Non, mais je vais vous dire. Vous avez la possibilité d'aller trouver un avocat et lui demander de défendre vos droits. Mais cette loi dite du 5 août 2021 a bafoué toute la justice qui existait en France. Tout le droit. Ça a bafoué le code de santé publique. Nous sommes tous régis par le code de santé publique. Ça a bafoué. Ça n'existe plus, ça, pratiquement. Parce que le code civil, ça n'existe pas. Les droits de l'homme, ça n'existe pas. Les droits du travail, le code du travail, ils ont tout foutu en l'air avec cette loi parce qu'ils l'ont ficelé à leur façon et vous ne pouvez rien faire. Ils ont été puisque, je vais vous dire, on a des ordres.
Et nous, vous vous inscrivez à l'ordre, vous êtes à un tableau national, et s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Plainte est portée contre vous dans le premier échelon, par exemple, au département. On vous convoque dans une conciliation pour voir s'il y a un moyen d'arranger les choses. Si ça ne s'arrange pas dans les 2 mois, c'est envoyé en chambre disciplinaire de première instance, et c'est là qu'on vous juge. Non, on a donné à la gendarmette qui régit la RS soi-disant ici tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. On lui a donné tous les pouvoirs. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas attendu qu'il y ait confinement, qu'il y ait quoi que ce soit. Quand j'ai vu, puisque ma clientèle, c'est une clientèle de personnes âgées. Depuis 30 ans, je m'occupe de personnes âgées. Et donc, si bien que j'ai des gens qui sont là depuis le début de mon exercice et qui partent petit à petit. Bon, bref. Mais je vais vous dire, il y a une chose, c'est que quand vous venez, vous vous rendez compte qu'il y a danger, vous prenez de vous-même, vous fermez le cabinet et vous dites à ces gens-là, restez chez vous le temps que ça s'atténue un peu, ça se tasse. Donc, j'ai d'abord, personnellement, j'ai fermé 15 jours. J'ai fait une tentative de reprise une dizaine de jours, ça continuait à être grave dehors. Alors, je leur ai dit non, on a refermé le cabinet 3 semaines. Donc, ce qui veut dire, mais pendant ce temps-là, vous faites des travaux extraordinaires pour maintenir des gestes barrières, pour maintenir une distance, pour que les gens ne s'entrecroisent pas, pour qu'il n'y ait pas de contamination si quelque chose nous échappait. Eh bien, au bout d'une quinzaine de jours après, vous recevez des papiers du 72 heures de ceci. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà de vous-même coupé vos revenus pendant 3 semaines, plus 15 jours auparavant, vous avez réduit votre train de vie. Vous n'aviez déjà pas grand-chose et vous avez pris ce que vous aviez pour pouvoir faire des travaux. J'ai enlevé la poignée, j'ai fait ceci, j'ai demandé à mes collaborateurs qu'on puisse, non pas pour éviter que les gens s'entrecroisent au cabinet, de venir avec moi. On travaillait, on était 3 au cabinet. Eh bien, on a maintenu une certaine distance. Les gens étaient en sécurité, je dirais. Mais alors, il y a tout ça, et il y a cette partie où vous dites que toutes les portes se sont fermées. Alors, je veux bien croire les portes sur le plan national, mais nos élus locaux disent, nous sommes à l'écoute, nous sommes aux côtés des soignants. Est-ce que là aussi, il y a eu des portes fermées ? On n'a jamais eu de retour. On nous a jamais reçu. Vous avez interpellé les élus ? Mais bien sûr, on a envoyé des courriers, des mails aux députés, aux sénateurs, aux maires, à tout le monde. La seule solution, c'est vaccinez-vous. Voilà, vaccinez-vous. Ils vous ont répondu, vaccinez-vous. Alors, pas dans ces termes-là, mais ça voulait dire ça. C'est une loi. Mais c'est une loi. C'est une loi. Respectez la loi. Respectez la loi. Sauf qu'on est traités comme des parias. Le président nous traite comme des terroristes, alors qu'on n'a rien fait, à part soigner nos patients. Quel président qui vous traite comme des terroristes ? Le président Macron, quand tu nous dis que les vaccinés, il va nous emmerder, jusqu'au bout. Voilà, c'est comme un terroriste. On est pire que des terroristes, pire que des prisonniers. On n'a rien fait. Alors, si toutes les portes se sont fermées, quelle solution, quelle issue ? Que pouvez-vous faire ? Ce qu'on devait faire, on a pris le maquis. On est descendu dans la rue. Parce que personne ne veut nous entendre. On est descendu dans la rue. Est-ce que la rue paye ? La rue ne paye pas, mais la rue, on nous entend. La rue nous permet de nous rapprocher les uns des autres pour pouvoir ne pas rester dans notre coin et nous dire qu'on est en train de péter un plomb. Notre combat, de toute manière, il sera jusqu'au bout. Nous avons des convictions. À partir du moment où tout le monde nous a fermé la porte, nous sommes dans la rue pour pouvoir revendiquer ce à quoi on croit. On a le droit, il me semble encore qu'on a le droit, il paraît qu'on est dans un pays où égalité, fraternité... on a encore le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, notre seul recours, c'est la rue. C'est la rue, c'est de parler aux gens, d'expliquer, parce que au-delà du fait que nous sommes des soignants, on s'occupe de personnes, on s'occupe de nos patients. Ces patients-là, ce sont
nos amis, nos familles, c'est la population guadeloupéenne. On veut avoir le droit d'exercer. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour les débats d'idées au-delà des épreuves de force? Est-ce qu'on peut encore s'asseoir, discuter et essayer de trouver des solutions? Mais quelle solution peut-on trouver? Pardon. Quelle solution on peut trouver? S'il n'y a pas de solution, pourquoi la rue? Mais non, mais est-ce que on est... Et pourquoi imposer un vaccin, d'accord, dont on sait aujourd'hui, d'accord, qu'il ne va pas permettre l'immunité collective? Qui n'est pas efficace. Le Omicron arrive et on se rend compte que tout le monde se contamine. Donc à un moment donné, il faut laisser les gens faire leur choix. Il y aura une immunité collective? L'immunité collective, je pense que avec Omicron? Ici en Guadeloupe. Mais c'est ce qu'ils disent. Là où c'est apparu, moi je vois, j'entends, j'écoute les infos. Là où c'est apparu, ils se disent en Afrique du Sud qu'ils n'ont pas eu de décès. Ben non. La contamination était générale, ça a flambé, mais il n'y a pas eu de décès. Et ils n'en parlent plus. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi la France s'obstine, parce qu'il y a d'autres pays qui commencent à reculer. L'Espagne refuse de prendre la 3e dose et préfère l'immunité collective. Le Japon informe sa population des effets nocifs de ce vaccin. C'est qu'il y a quand même un problème. On ne comprend pas pourquoi la France s'obstine à ce point. Alors que on regarde toutes ces informations et on voit complètement que ce vaccin n'est pas efficace. Et je vais dire un mot qui est fort, continuer à mentir à la population. Oui. Continuer à mentir à la population pour dire à notre population que ce sont les non-vaccinés qui contaminent le reste de toute la population. Il faut arrêter. Interdit de tous les endroits, justement, où on a un pass sanitaire. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, à savoir, la contamination, elle vient d'où? Puisque nous, on est interdit de tout. Nous sommes les parias, on n'a plus le droit d'entrer ni au cinéma, ni au restaurant, nulle part. Et pourtant, les contaminations, les clusters se retrouvent justement dans ces endroits-là. Donc, il faut quand même, à un moment donné, se poser la bonne question. Moi, je demande à la population de se poser les bonnes questions. Mais ici, en Guadeloupe, de toute manière, les gens ont bien compris, d'accord, qu'on a... un choix sur sa vie et sur son corps, d'accord. On a déjà été assez contaminé comme ça, d'accord, pour en plus avoir un vaccin dont on ne sait pas demain ce que ça va nous apporter. Alors vous dites, nous sensibilisons la population, mais aujourd'hui vous avez quand même relaté une situation personnelle compliquée, difficile. Pour l'instant, je n'ai pas identifié l'issue. Donc, que pensez-vous faire dans les jours à venir? Je ne dirais pas les mois, parce que bon, faut surtout pas aller jusque-là. Dans la rue et pourquoi? Parce que bon, oui. Ce que moi, ça m'a appris la rue, avec le contact de tous les autres, c'est qu'il y a des gens qui sont au bout du rouleau, qui sont très très grande détresse. Il y a des gens qui dorment, des soignants qui ont appris un métier pendant plusieurs années et qui dorment dans leur voiture. Ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe. Il y a des soignants qui dorment dans leur voiture. Oui, madame. Des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà, madame. Et que leurs parents ont refusé parce qu'eux, ils sont vaccinés. D'accord? Il y a des personnes qui sont dans une extrême détresse et qui pensent à se suicider. C'est ça qu'il faut voir. C'est la violence qu'il faut voir. C'est cette violence-là qu'il faut voir et qu'on voit dans la rue et qu'on comprend dans la rue. C'est inédit. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France, qu'on nous impose et qu'on met les gens, qu'on fasse des mises à mort de cette façon. Mais nous, les soignants, c'est nous qui sommes en première ligne. On est directement concernés. Mais demain... Quand une personne lambda dira non, je ne veux pas de ce vaccin parce que j'ai vu ma mère mourir d'un AVC ou des effets secondaires, qu'est-ce qui va se passer? On sera des parias au fur et à mesure. Les gens, il faut qu'ils comprennent que ce vaccin-là n'est pas la solution à tout problème. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où demain, il y aura des travailleurs dans tous les secteurs d'activité, puisque on veut la vaccination obligatoire, d'accord. Ça veut dire que quand vous n'aurez pas le pass vaccinal, d'accord, vous serez mis à mort.
Alors, j'aimerais quand même vous poser une question, mais qui me taraude depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a eu aux informations, sur le plan national, le fait qu'il y a des personnes, on n'a pas dit soignants, des personnes qui ont des faux passes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je peux répondre? Vas-y. Non, mais j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, puisque aujourd'hui, vous parlez de détresse, vous parlez de suicide, vous parlez de personnes qui dorment dans les voitures, vous parlez de tout ça. Donc, Alors, quand on met ça en parallèle... Pour pouvoir continuer à vivre, hein, puisque c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, que pour pouvoir vivre, aller au restaurant, aller au cinéma, il faut montrer patte blanche. Certaines personnes sont allées jusqu'à faire des faux passes. Je pense que nous sommes tous là. Je pense qu'on aurait pu faire des faux passes. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Il faut que les gens soient clairs là-dessus. On a une éthique. Ouais. Et quand on a de l'éthique, on ne fait pas semblant. C'est clair qu'on est dans une confrontation qui paraît complètement irréelle. Certains ont déjà creusé notre tombe. Mais je crois que l'éthique va jusqu'à ne pas faire de faux, ne pas rentrer dans les chiffres gouvernementaux. Exactement. Et je pense qu'une fois que les gens comprendront que nous ne sommes pas dans la rue pour empêcher les Guadeloupéens d'aller chercher leurs enfants à l'école, comme on entend, pour leur barrer le chemin, etc., c'est notre dernier recours pour nous faire entendre, pour qu'on puisse chercher une autre solution. Que l'on nous donne le temps d'étudier ce vaccin, d'étudier les effets secondaires, de voir sur notre population. Nous ne sommes pas une population comme les autres. Nous avons un vécu. Nous avons un passé qui fait qu'on ne sait absolument pas, surtout avec notre environnement tel qu'on le connaît, nous ne savons absolument pas ce que ça peut faire sur nous. Tout le monde a dans sa famille, a quelqu'un qui a eu des petits effets, des moyens effets, des gros effets secondaires suite à ce vaccin. Donc la méfiance, elle est là, mais nous, c'est une question d'éthique. Alors s'il n'y a pas d'avancée, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire là. Je vais vous dire. Le bout, c'est quoi? Le bout, c'est quoi? Perdre sa maison, perdre sa voiture, être dans la rue, puisque c'est ce que le gouvernement veut. Hein. Il nous pousse justement. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Écoutez jusqu'où va la mise à mort. Je pèse bien mes mots. Hein. Écoutez jusqu'où va la mise à mort. Nous sommes des professionnels qui refusons l'injection. Donc, quelque part, nous aurions pu nous écarter, puisqu'on nous interdit de soigner, nous aurions pu nous écarter de nos cabinets et de mettre des remplaçants, puisque nous avons cette possibilité. Eh bien, on ne peut même pas se faire remplacer parce qu'il ne faut pas que nos cabinets nous rapportent quoi que ce soit. Pas un centime. C'est la mise à mort. Il faut que vous ayez faim pour aller prendre cette injection. Et pour tout vous dire, je vais vous dire, quand j'ai vu venir la chose, moi j'habitais Calvaire. Quand j'ai senti que les choses devenaient impossibles, eh bien j'ai donné, si vous voulez, mon préavis pour pouvoir libérer le logement, me sortir de mon loyer pour revenir sur mes bases habituelles. C'est-à-dire? Revenir chez ma mère, chez mes parents. Vous imaginez? Eh bien, oui. Ben oui. Imaginez. Eh bien, oui. Je suis chez Et ma mère. votre mère vous a accepté? Mais pourquoi vous avez... sa question... juste une question. Non, mais sa question, pourquoi tu as mis tant de temps pour revenir à la maison? Voilà. Vous imaginez que nos parents, enfin moi mes parents, Vont accepter ça, ils me n'acceptent donnent de pas ça. l'argent pour que je puisse survivre. Après avoir travaillé 10 ans, après avoir fait 5 ans d'études, après s'être sacrifié pour payer mes études et en temps et en énergie, vous imaginez? On se retrouve dans des situations auxquelles Vous êtes revenu chez vos parents aussi? Ben, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. En plus, on plaisante sur ça, mais c'est gravissime. Vraiment pas de la plaisante. C'est gravissime. Moi, j'ai une fille qui a 23 ans. Elle faisait ses études d'infirmière en Belgique. Elle devait rentrer en 3e année. Aujourd'hui, elle est obligée d'arrêter ses études. Elle n'a plus de perspective d'avenir. D'accord ? Aujourd'hui, c'est mon fils qui a 31 ans qui me nourrit. Si c'était pas lui, aujourd'hui, je n'aurais plus rien déjà.
D'accord ? Donc, à un moment donné, on peut plaisanter, mais c'est gravissime. Le gouvernement nous pousse, d'accord ? Il nous exclut de la société, d'accord ? Et on a le droit de rien dire. Mais c'est pas comme ça, en fait. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord pour quelque chose. Jusqu'à présent, il y a eu des votes, il y a des choses qui sont possibles, hein, pour pouvoir comprendre sa population. Quand un gouvernement fait ce genre de choses-là, c'est une mise à mort. Voilà. Et autant pour les patients, des patients que je suivais depuis des années, d'accord, tous les jours, je reçois des coups de fil de mes patients. Marilyn, quand est-ce que tu reviens ? Ben, je reviens pas, ma chérie. Hein. C'est une détresse incroyable qui est en train de se propager sur toute notre île. Donc à un moment donné, il faut arrêter le massacre. On ne peut pas empêcher les soignants de travailler. Une interdiction d'exercer, c'est inadmissible. Alors on m'a fait de grands signes. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais faire avec vous un rapide tour de plateau. Donc, face à cette situation, que souhaitez-vous ? On souhaite travailler. On souhaite travailler. On veut aussi que la population se mobilise avec nous, parce que vous avez parlé, hein, de ce qui va arriver. Pour l'instant, ce sont les soignants et les pompiers, mais ça va s'étendre à la population et il faudra se battre. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc venez avec nous dans la rue, venez lutter pour votre liberté, pour votre dignité, pour votre liberté de disposer de votre corps comme vous l'entendez. Voilà, c'est ce que j'ai dit à la population. Donc choisir si on veut se faire vacciner ou pas. On demande, voilà, qu'on nous laisse le choix et qu'on veut travailler parce qu'on n'a pas commis de faute. De faute. Voilà, oui. Non, mais je vais revenir dans ma langue natale. La Bayeba, c'est la bœuf cajambé. Vous comprenez ? Et j'ai connu ça déjà dans les années 2000, quand la Carpinco, qui est notre caisse de retraite, nous les paramédicaux, quand ils ont fait des placements hasardeux, ils ont tout perdu, ils sont revenus vers nous, l'outre-mer, pour pouvoir renflouer les caisses. Et on est venu à l'obligation de payer, parce qu'ils ne nous embêtaient pas. Et donc, ils ont commencé comme ça par les plus faibles, et ils sont progressivement, ils ont pris tout le monde au cou. Et si bien qu'il y a des gens qui ont vécu des drames au niveau. C'est exactement la même chose. Ils ont commencé par nous, les soignants. Après, ils iront vers les retraités. Et ainsi de suite. Il faut qu'ils aient gain de cause. Point barre. Merci à vous. On ira un petit peu plus vite. Écoutez, nous, on ne demande qu'une chose, c'est de soigner. Si on nous laisse soigner, rentrer dans nos cabinets pour travailler, il n'y aura plus aucun problème en Guadeloupe. Tous les autres problèmes qui sont venus sur la table pourront se régler dans des commissions, dans une salle, autour d'une table. Nous ne demandons qu'à soigner. C'est tout ce que nous voulons. Merci. La même chose, hein. On va recommencer à travailler et à apporter des soins à mes patients qui sont en grande difficulté, comme nous-mêmes. Et après 8 ans d'études, les conventions et les conversions qu'on nous propose, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me proposer comme conversion après 8 ans d'études et 20 ans de pratique. Je ne vois pas. Voilà. Et pour vous ? Non à l'obligation vaccinale. Non à l'obligation. Ne nous obligez pas à nous faire piquer. Et on a besoin de travailler. On veut travailler. Nous aimons notre métier. Reconversion, non. Il y a 40% de chômage ici. Comment voulez-vous qu'on se reconvertisse ? On ne sait faire que ça. Donc laissez-nous travailler. Laissez-nous nous occuper de nos anciens. Laissez-nous nous occuper de nos enfants. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande. Non à l'obligation. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et puis peut-être que j'aurai l'occasion de vous revoir parce qu'il y aurait eu des avancées. Il y a tant de choses à dire. Oui, il y aura des avancées. Il y a tant de choses à dire. Voilà. En tout cas, merci d'être venus. Merci. J'espère que votre message aura été entendu. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission. Excellente soirée à tous.